Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 3e édition du Podcaston, qui est le plus grand événement caritatif du monde de l'audio français, puisqu'il fédère sur une semaine plus de 2500 podcasteurs qui souhaitent mettre à l'honneur l'association de leur choix. Et donc moi, j'ai le grand bonheur de mettre en avant Dastume, qui œuvre pour une cause qui m'est chère, qui est préserver la mémoire orale de la Bretagne. Et à ce titre, je reçois Vincent Morel, qui est conservateur-animateur du réseau Haute-Bretagne de Dastume. Bonjour Vincent. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci. J'aimerais déjà qu'on présente un petit peu Dastume à mes auditeurs. Déjà, Dastume, ça veut dire quoi ? Dastume, c'est un mot en breton qui veut dire collecter, recueillir. D-A-S-T-U-M. Souvent, les gens, quand ils le voient par écrit, ont tendance à dire Dashtum, mais c'est Dastume. Voilà, donc c'est un mot breton qui veut dire recueillir, collecter. Et donc, le but de l'association, c'est de recueillir la mémoire orale des gens de Bretagne, donc la culture de tradition orale, les chants, les musiques, les contes, les légendes, les proverbes, les dictons. Et puis, ça peut s'élargir aussi à des recueils de témoignages dans la façon de vivre dans la société traditionnelle, en gros. Donc, une sorte de conservatoire de la culture, en fait, et effectivement de ce patrimoine oral qui peut disparaître si on ne les collecte pas. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que le travail de collecte, qui a démarré déjà au 19e siècle et puis qui s'est beaucoup développé dans la deuxième moitié du 20e siècle, quand sont arrivés les moyens d'enregistrer le son, c'est l'idée qu'il y a dans la mémoire des gens toute une culture immatérielle. Donc aujourd'hui, on parle du patrimoine culturel immatériel. Donc ce sont des éléments de culture qui se transmettent souvent depuis plusieurs siècles, quelquefois beaucoup de siècles. Les grands contes merveilleux, des tas de choses comme ça, et qui, si on les fixe pas à un moment donné, disparaissent parce que les transmissions sont en train dès le 19e et tout au long du 20e siècle, les occasions de pratiquer ces éléments de culture et de les transmettre par la pratique disparaissent petit à petit, avec les changements de la société moderne, l'arrivée de notamment des médias, par exemple, qui font qu'on arrête de pratiquer ça et qu'on se met à consommer de la culture sur des écrans. Mais ça commence très tôt au 19e siècle. Il y a beaucoup de changements qui font qu'on arrête de raconter des grands contes, de chanter des chansons. Donc, toutes ces choses-là qui sont précieuses parce qu'elles se transmettent oralement depuis des générations, elles disparaissent quand les gens meurent, tout simplement. La démarche de collecte, ça part de cette prise de conscience que c'est des trésors culturels qui sont en train de disparaître avec les gens, quoi. Donc, on cherche à les fixer pour pouvoir les transmettre sur des supports durables. Donc, ça crée de l'archive, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'on parle des archives du patrimoine oral à Dastume. Ok. Et du coup, si on parle de toutes ces merveilles que vous collectez, si tu devais peut-être mettre en image, tu le définirais comment? Une bibliothèque, un grenier, un studio, un port d'attache? Comment tu vois les choses? On pourrait parler d'un grenier, si on veut. Après, le but de Dastume, sa raison d'être, c'est pas en tant que tel de créer des archives et un stock d'archives, c'est de faire que les gens, les jeunes générations, les nouvelles générations, continuent de s'intéresser à ça, puissent continuer d'apprendre ces chansons-là, ces contes-là, et puissent continuer de pratiquer cette culture-là en ayant des sources sous la main qui peuvent réparer un petit peu le manque de transmission. C'est un peu ça l'idée. Ouais, je comprends. Et toi, ton rôle exact chez Dastume, qu'est-ce que tu fais quoi? Alors moi, je suis conservateur et animateur du réseau de Bretagne. C'est un petit peu l'équivalent du rôle d'un conservateur dans un musée ou dans un centre d'archives départemental. Donc le premier boulot, c'est d'être au courant et d'avoir une bonne connaissance de tout le terrain en Bretagne, pour connaître tous les gens qui ont fait ce travail de collectage. Peut-être faut commencer par en dire un mot. Ça consiste à aller frapper aux portes dans les campagnes un peu partout. Donc il y a des gens qui ont commencé à faire ça très tôt et notamment à partir de l'arrivée des magnétophones dans les années 60, et ensuite il y a eu une grosse vague dans les années 70-80. Beaucoup de jeunes se sont intéressés à aller faire du collectage, donc à aller chez les gens, frapper aux portes, demander, tiens, il paraît, est-ce que vous connaissez des chansons anciennes de tel genre, etc., pour enregistrer ça. Donc il y a eu un gros mouvement dans les années 70-80 qui était lié un petit peu au développement très fort qu'il y a eu sur le fest-noz notamment. Donc beaucoup de jeunes avaient l'occasion de jouer, de chanter dans les fest-noz et avaient envie de se constituer leur propre répertoire en allant chercher un petit peu à la source de la mémoire populaire, si on veut. Et donc ça fait qu'il y a eu des centaines de personnes en Bretagne à faire ce travail de collectage. Donc le premier boulot, mon premier boulot, c'est de connaître pour la partie Haute-Bretagne, c'est-à-dire la moitié est de la Bretagne, le côté gallo, le pays gallo, c'est de connaître tous les gens qui ont fait du collectage pour les inviter à déposer leurs enregistrements à Dastume, puisqu'ensuite, nous, notre travail, ça va être de sauvegarder ces enregistrements, de les traiter, de les documenter, de les mettre à disposition de tout le monde. Et puis ensuite, il y a tout un volet d'activité à Dastume sur la publication. On publie des CD avec des livrets très conséquents qui expliquent un petit peu ce répertoire-là. Et puis ensuite, tout un travail aussi de représentation plus général. Ok, waouh, c'est complet. Ouais, c'est très, très
Très complet. Ok. Et qu'est-ce qui t'a mené à ça en fait, du coup? Parce que j'ai cru comprendre que tu étais collecteur toi-même. Oui, en fait, j'étais étudiant en histoire, puis je me suis pris de passion petit à petit au cours de mes études pour le côté histoire populaire, les religions populaires, l'ethnologie aussi. Et puis Mhm. j'ai eu envie d'aller enregistrer les anciens sur le terrain autour de chez moi. Et en m'intéressant à ça, j'ai découvert l'existence de l'association d'Astum, et pas seulement de Dastum, de tout un réseau d'associations autour de Dastum, tout un genre d'écosystème d'associations qui s'intéressent à cette question de la collecte de la mémoire. Donc j'ai découvert ça et puis je me suis plongé à fond là-dedans. Donc je me suis mis à faire moi-même du collectage, aller enregistrer comme beaucoup de collecteurs ont fait. J'ai commencé par aller voir ma grand-mère qui m'a renvoyé vers Ouais. son frère et puis les voisins, et puis petit à petit Ah. on apprend un peu sur le tas comme ça à dénicher les gens qui sont porteurs de ce patrimoine oral ancien, parce qu'on cherche des gens qui portent un savoir que tout le monde n'a pas. Donc il y a un premier travail qui est de repérer qui sont les porteurs de mémoire qui connaissent ce qu'on cherche. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça continue comme ça. Donc voilà, moi j'ai commencé à faire ça, et puis après, de fil en aiguille, je me suis mis à chanter les chansons que je trouvais, à jouer du violon, puisque il y avait cet écosystème dont je parlais d'associations qui non seulement fait de la collecte, mais aussi remet en valeur, remet en pratique Hmm. aussitôt ce qu'on trouve. Donc des associations comme La Bouèze à Rennes ou le groupement culturel à Redon qui organise le concours de la Boque d'Or, ce sont des associations qui à la fois faisaient et continuent de faire le travail de collectage, et en même temps organisent la transmission de ces savoirs-là par des cours de musique. Donc il y a des jeunes qui peuvent se réinscrire maintenant dans des écoles pour apprendre l'accordéon, le violon, apprendre les chansons, etc. Donc ça, c'est des ateliers ou des cours dans des associations notamment, mais c'est même arrivé maintenant dans des écoles de musique des collectivités aussi, et dans les conservatoires. Et puis, ces associations-là avaient tout un travail aussi d'animation locale et d'organisation d'événements pour pratiquer tous ces répertoires-là. Donc, organiser des fest-noz, organiser des veillées pour que les gens puissent chanter, organiser des Hmm. randonnées chantées, tout un tas de choses pour que ces pratiques-là continuent d'être vivantes. Donc, en fait, tout l'enjeu de ces associations-là, en fait, c'est de créer des nouveaux contextes dans lesquels on peut faire vivre ces patrimoines-là qui sont hérités d'un temps passé quelquefois très lointain. Et en fait, dans le passé, ces patrimoines-là étaient utilisés pour d'autres fonctions, dans d'autres contextes, puisque la vie n'était pas la même. Mais Ouais. tout le travail de ce milieu associatif, c'est d'inventer des nouveaux contextes. Et il y en a qui marchent très bien, comme le Fest-Noz, c'en est un exemple. Le Fest-Noz, ça a Ouais. été un petit peu inventé dans les années 50, et ça marche très très bien. Et puis il y a plein d'autres types d'occasions. On peut parler des concerts, mais on peut parler aussi des veillées dans les cafés où Oui. chacun peut venir chanter des chansons, etc., etc. Donc il y a tout ce travail-là donc voilà. Donc moi je me suis plongé là-dedans dans les années 90, et puis je ne suis jamais sorti, quoi, on va dire. C'est un vrai travail de passionné, en fait. Juste pour revenir un petit peu sur le côté collecté, pour le coup, la personne qui détient ce patrimoine que le collecteur va collecter, est-ce que c'est difficile, en fait, Est-ce que ce sont des personnes qui sont conscientes du fait qu'il faut archiver, entre guillemets, et collecter leur patrimoine? Est-ce qu'ils sont un peu timides? Est-ce que c'est difficile de les embarquer dans ce process de collecte? Alors, il y a pas forcément de réponse unique, mais globalement, moi, j'ai toujours trouvé que ça se faisait assez facilement. C'est-à-dire que il peut arriver que, alors il y a toujours un premier travail d'approche quand on fait ça, quand on prend contact avec les gens, de leur expliquer rapidement en quelques mots qu'est-ce qu'on vient faire, pourquoi on cherche ça, Hmm. et puis de la part de qui on vient, etc. Donc il y a un premier prise de contact, de mise en confiance et puis d'explication de ce qu'on cherche. C'est vrai que les gens qui sont porteurs de cette culture-là, une partie d'entre eux avaient souvent une sorte de complexe, parce que c'est quand même une culture. Alors c'est lié aussi à la langue, hein, la langue bretonne, le gallo. Ce sont Ouais. des langues qu'on a essayé d'éradiquer, notamment par l'éducation et par l'enseignement scolaire. Il y a eu quand même une violence Ouais. institutionnelle à cet écart-là de de dire il faut que vous arrêtiez de parler ces langues-là, parce que et au-delà de l'école, c'était l'ensemble de la société qui faisait que on se sentait attardé ou plouc de parler ces Oui, langues-là, tout à fait. hein, Ouais. pendant longtemps. Et toute la culture associée, c'est un peu la même chose. Toutes les chansons anciennes et tout, il y avait dans certains cas une première phase à passer pour mettre les gens en confiance et leur dire non, non, c'est pas pour me moquer de vous, c'est pas parce que voilà, non, non, je m'intéresse vraiment sincèrement à cette matière-là. Et dès que les gens ont compris ça, mais ça peut aller très vite, hein, en quelques phrases ça peut être réglé, mais des fois ça peut être plus difficile. Mais une fois que les gens ont compris qu'on s'intéresse sincèrement à toute cette culture qui est en arrière-plan, que quelquefois ils ont refoulé,
Voilà, en général, ça se passe très bien. Alors, le cas le plus fréquent, c'est qu'en quelques minutes, on se retrouve dans la cuisine, assis à la table, à boire un café, et puis à discuter de tout ça, et à sortir le micro, et à enregistrer les premières chansons qui sortent. Ça vient souvent assez facilement. Et très souvent, quelquefois c'est immédiat, quelquefois il faut passer ce petit temps de mise en confiance pour enlever cette histoire de complexe qui peut exister. Après ça, en général, on sentait que les gens étaient extrêmement contents de pouvoir parler de ça, quelque chose qu'ils avaient refoulé mais auquel ils étaient attachés en fait, et de pouvoir partager ça avec un inconnu, hein, parce que souvent l'enregistrement se fait dès la première rencontre et très très vite on se retrouve à recevoir quelque chose, des fois des choses assez intimes, hein, qui sont transmises comme ça. C'est beau parce que c'est un matériau vivant avec des gens vivants et qu'on arrive à conserver pour la postérité. Donc c'est une belle mission. Ouais. Et du coup, je vais rebondir là-dessus. On va reparler de Dastume, de ses missions, principes, etc. Dastume existe depuis 1972. Alors, tu nous en as parlé un peu, mais pourquoi ce besoin de fédérer peut-être, je sais pas si déjà ce réseau dont tu parlais d'association existait déjà. Comment s'est fait cette création de Dastume en fait? Alors en fait, début des années 1970, c'est un petit peu le début de ce mouvement d'expansion du fest-noz avec beaucoup de jeunes qui se mettent à jouer, à chanter, etc. Il y a eu des précurseurs dans les années 60 à faire du collectage avec des gros magnétophones à bande qui ont montré qu'il y avait toujours dans la mémoire des gens dans les campagnes un patrimoine à recueillir, qu'il n'était pas trop tard. Donc quelques précurseurs ont montré ça, et dans les années 70, plein de jeunes se sont mis à faire du collectage, souvent pour nourrir leur propre répertoire, pas du tout en tant que chercheurs universitaires ou quoi que ce soit. C'était souvent des gens qui avaient aucune formation, mais qui ont pris le magnétophone et qui sont allés à l'aventure enregistrer les gens de leur voisinage, quoi. Donc ça a créé un mouvement de fond avec beaucoup de gens qui étaient intéressés par ça. Et en 1972, il y a eu une poignée de sonneurs et de chanteurs autour du premier président qui s'appelait Patrick Malrieux, qui ont pris conscience que ce serait intéressant de mettre en commun ce que les uns et les autres commençaient à trouver, de mettre en commun, partager les découvertes des uns et des autres, et puis de s'organiser pour assurer la sauvegarde de ces enregistrements-là, parce qu'ils avaient bien conscience que ça pouvait être fragile. Donc s'organiser pour rassembler les collectages, assurer leur sauvegarde et les mettre à disposition de tout le monde pour que d'autres jeunes puissent en bénéficier, en se disant peut-être que tout le monde n'a pas le temps d'aller faire du collectage, etc. Et le but, c'était de faire en sorte que les pratiques puissent se poursuivre en s'enracinant d'une certaine façon dans un matériau le plus riche possible, et en ne se contentant pas de se recopier les uns les autres, de chanter tous les mêmes airs ou de jouer tous les mêmes airs, mais en allant puiser au maximum dans les racines et de recréer le plus de liens possible avec les sources, quelque part. Ne pas se contenter d'un seul canal, mais de multiplier le nombre de gens à faire du collectage pour que la transmission soit la plus riche possible. Et donc, ils ont créé cette association-là. Donc, au départ, c'était vraiment avec les moyens bénévoles. Donc, le triptyque, un petit peu, des missions de Dastume, c'est collecter, sauvegarder, transmettre. Donc, collecter, c'était repérer tous les gens qui font du collectage, inciter d'autres gens à faire du collectage aussi. Donc, il y a une sorte d'émulation, d'effet boule de neige qui s'est créé très vite en disant, tiens, il y a des jeunes qui s'intéressent à la matière, ils voient d'autres gens faire ce travail de collectage, ils voient le résultat que ça apporte, ils se disent, ouais, c'est drôlement intéressant, je vais faire la même chose chez moi, etc. Le deuxième élément du triptyque sauvegarder, ça a été de commencer à faire des copies des bandes magnétiques sur d'autres bandes pour assurer une copie de sauvegarde. Ensuite, une nouvelle copie pour la consultation, des choses comme ça. Et puis, tout un travail extrêmement long de traitement documentaire, de description documentaire. Donc là, les bénévoles ont commencé à écouter les enregistrements des bandes, à consigner dans des classeurs les noms, les dates, les lieux, pour que ensuite des gens puissent venir consulter ça. Et transmettre, ça a été très vite la mise à disposition des archives organisées dans des classeurs pour la consultation. Donc on feuilletait les classeurs, on déroulait les cassettes pour écouter les choses qui nous intéressaient. Et puis très tôt, dès le début, dès la première année, il y a eu le lancement d'un programme de publication. Et donc Dastume, dès le début, s'est mis à publier des disques vinyles avec des très gros livrets d'une centaine de pages. Donc on a appelé ça les cahiers Dastume. À l'époque, ça a eu un gros impact sur tous les gens qui se passionnaient pour la musique bretonne. Et puis ensuite, il y a eu d'autres collections à se décliner, des collections de cassettes, des collections de CD, des collections de livres aussi. Et à chaque fois, l'idée est toujours de présenter à un public plus large des sélections d'enregistrements de collectage et beaucoup de commentaires pour mettre tout ça en contexte
donner des aspects biographiques des interprètes, donner les transcriptions des chansons, commenter, donner des commentaires un peu pointus, un peu spécialisés pour situer un petit peu ce genre de répertoire, à quoi il était utilisé, est-ce qu'il est fréquent, etc., quoi. Donc voilà en gros les missions de l'Astume. Ok. Et quand tu dis patrimoine oral, alors tu nous en as parlé un peu voilà, dans les grandes lignes, mais tu inclus quoi en fait du coup dedans? Alors, ce qu'on appelle le patrimoine oral, moi la définition que j'en donne, c'est un petit peu l'ensemble des éléments de culture qui se sont transmis oralement sur une période longue. Alors c'est volontairement flou, hein, c'est pas une question de datation précise, mais en fait, quand on connaît un petit peu le matériau, on se rend compte que les chansons, les contes, quand c'est passé par une transmission orale sur plusieurs siècles, ça génère plein de variantes. C'est-à-dire que les choses, quand elles se transmettent de bouche à oreille, elles se transforment au fur et à mesure. Et en fait, le fonctionnement de la tradition orale, c'est ça, c'est normal. Ça se transforme sans arrêt en passant d'une personne à l'autre. Selon les types de mémoire qu'ont les gens, les choses peuvent se transmettre sans être transformées beaucoup, ou d'autres fois en étant beaucoup transformées. Il y a des gens qui ont une oreille musicale qui fait qu'ils transforment les mélodies qu'ils entendent sans en avoir conscience. Et quand on multiplie les transmissions comme ça pendant des siècles, ça génère beaucoup de variations autour d'une structure qui est quand même assez stable. C'est ça qui est important, en fait. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'une chanson donnée qui est née, par exemple, au XVe siècle, si on en recueille 25 versions au XXe siècle, 5 siècles plus tard, on va retrouver plein de versions différentes, les mélodies vont changer, il y a des mots de la chanson qui vont changer, mais on va reconnaître que c'est des versions de la même chanson, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui n'a pas bougé. Ça va être l'histoire, ça va être des expressions qui sont stables, et ça va être la coupe strophique, c'est-à-dire la longueur des vers, les rimes, etc. Donc, il y a à la fois une stabilité et une variabilité qui fait que ce matériau-là est d'une grande richesse culturelle, parce que un même élément se retrouve sous plein de formes différentes qui ont toutes la même valeur. Ça, c'est important à dire. On cherche pas à retrouver la plus proche de l'original, c'est pas le problème, c'est pas la question. Toutes les formes sont valables, et donc c'est pour ça que ce travail de collectage est d'une infinie richesse, c'est que les collecteurs sont toujours passionnés de trouver une nouvelle version d'une chanson qui est bien connue, mais celle-là, elle est pas tout à fait pareille, etc. Comme et ça donne et ça donne à ce matériau-là une valeur culturelle très collective, en fait. C'est comme si chaque chanson qu'on recueillait, c'était le fruit d'une création collective dans la durée. Cette chanson est passée par plein de personnes différentes, et donc c'est un petit peu ce que certains appellent le génie populaire, c'est-à-dire il y a de la beauté là-dedans qui vient de plein de personnes différentes, toutes anonymes, parce qu'on ne sait pas par quelle chaîne de transmission c'est passé. On connaît que le dernier porteur qui a transmis ça au collecteur, mais c'est passé par plein de gens qui chacun ont apporté leur petite touche, quoi. Donc c'est cet aspect-là qui donne vraiment toute la richesse ou toute la beauté de ce répertoire. Ah, c'est magnifique. Il y a des parallèles aussi sur le conte. Exactement. Là, j'ai donné l'exemple de la chanson, mais c'est exactement la même chose pour le conte. Et le conte, on peut même dire que ça varie encore plus, parce qu'il n'y a même pas la fixité de la structure strophique. C'est-à-dire que là, le récit, des gens vont être capables de raconter la même histoire en 5 minutes ou en 1 heure, selon les contextes, selon le besoin, etc. Et puis, les contes merveilleux ont des racines beaucoup plus anciennes encore que les chansons. On retrouve, donc il y a des spécialistes qui travaillent à cataloguer tout ça pour retrouver toutes les versions, les regrouper sous un titre commun, etc. Et ces spécialistes-là montrent que bien des versions de contes qu'on recueille au XXe siècle en Bretagne sont déjà attestées quelquefois 2000 ans avant Jésus-Christ en Chine ou en Inde ou en Égypte, par exemple. Donc c'est absolument faramineux. Donc là, le nombre de transmissions orales. Alors, quand je parle de transmission orale, ça veut pas dire qu'il y a jamais d'interaction avec l'écrit. Il peut y avoir des interactions quelquefois avec des fixations par l'écrit, mais ça n'empêche que un des éléments principaux de ce répertoire-là, c'est le fait de passer par la transmission orale pour l'essentiel, et tous les processus de transformation que ça implique, quoi. Et ça, c'est extrêmement vrai aussi pour le conte. On l'observe même sur des contes très connus. On prend Blanche-Neige, on la retrouve en Islande sous d'autres formes, mais on la reconnaît, comme tu dis, exactement. Voilà. Mais teintée de la culture islandaise, qui n'est pas la même que la version française, forcément, puisque pas la même époque, pas le même contexte culturel. C'est ça. Est-ce que pour vous, ça amène des difficultés ou plutôt des facilités? Je pense à l'IA, par exemple, en termes de catalogage, archivage. Est-ce que vous vous en servez ou pas du tout? Est-ce que c'est un danger? Alors, sur la question de la technologie,
Ce qu'on peut dire, c'est que les évolutions technologiques, oui, effectivement, jouent un rôle dans ce travail de collectage et de conservation, notamment. On peut dire ça déjà de l'arrivée des premiers moyens d'enregistrement, parce que c'est quand même été une révolution par rapport au collectage du 19e siècle où on pouvait faire que se contenter de noter par écrit ce qu'on entendait, mais c'était très loin de retranscrire fidèlement ce qui a été entendu, au niveau de la langue, au niveau des mélodies, etc. Donc les enregistrements sont une révolution technique majeure pour le travail de collectage. Ensuite, on peut dire que l'arrivée du numérique, c'est une deuxième révolution importante parce que effectivement, la conservation du son sur les bandes magnétiques posait des problèmes parce que les premières bandes de conservation des années 70 ont dû être déjà recopiées au milieu des années 80 parce qu'elles commençaient à vieillir. Et effectivement, sur les bandes analogiques, à chaque fois qu'on fait une copie, on augmente le souffle et on diminue la qualité du son, etc. Donc la numérisation, de ce point de vue-là, était une deuxième révolution importante pour la conservation, mais aussi pour la mise à disposition, parce que ça a permis quand même la numérisation de mettre en ligne des bases de données avec la description documentaire informatisée dans des bases de données, avec l'accès aux fichiers son. Donc ça a permis de faciliter considérablement la possibilité pour les gens de consulter le son. Et puis, effectivement, la numérisation, c'est un moyen de faciliter la sauvegarde parce que c'est beaucoup plus facile de dupliquer un disque dur qui contient 10 000 heures d'archives sonores que de recopier 10 000 bandes magnétiques. Oui. Et ensuite, l'IA, alors pour ma part, mais ça c'est très personnel, il n'y a pas de position officielle de Dastum là-dessus. Pour ma part, je suis assez hostile à l'utilisation de ce genre d'outils pour des raisons déjà écologiques, parce que on sait que ça consomme énormément, infiniment plus d'énergie que le reste du fonctionnement numérique qui est déjà très très gourmand. Et puis par ailleurs, personnellement, moi je préfère passer du temps à faire des transcriptions et du traitement documentaire parce que c'est aussi une façon de s'imprégner de la matière et de la travailler. Et même si ça prend beaucoup de temps, plutôt que de confier ça à des machines pour un résultat qui me paraît pas convaincant. Mais ça, c'est vraiment personnel. Ça. Non, mais tout à fait. Voilà. C'est tout à fait. Alors, du coup, moi, j'ai envie de m'intéresser un peu à la collecte. Alors, on se met un peu en mode réel. Donc, moi, je suis une auditrice. J'ai une cassette. J'ai trouvé une cassette, peut-être dans une malle de ma grand-mère, par exemple, dans un grenier, ou des fichiers ou un cahier, voilà, quel que soit le support. Comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe une fois que je vous ai contacté? Une fois que tu nous as contacté, on va éventuellement, par exemple, prendre rendez-vous. On va regarder la cassette, essayer de voir ce qu'elle peut contenir, avoir un petit peu son histoire, que tu nous dises d'où elle vient, qui l'a enregistrée, qu'est-ce qu'il peut y avoir dessus. Si t'en as aucune idée, on va la prendre quand même. On va faire une fiche de dépôt qui va noter qui nous la confie, à quelle date, est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est un prêt pour la copier, et puis les renseignements qu'on peut avoir sur cette cassette-là. Dans un deuxième temps, on va faire un inventaire. Alors s'il y a une seule cassette, c'est rapide, mais si c'est une caisse avec 50 cassettes, il y a un travail d'inventaire pour enregistrer chaque objet qui est contenu dans ce dépôt. Donc on va mettre un numéro unique sur chaque objet avec une étiquette et créer une fiche dans notre base de données qui décrit chacun des objets. Okay. Ensuite, la troisième étape, ça va être de numériser l'objet. Dans un premier temps, on va faire un seul fichier son, donc qui va durer 1 heure ou 1 heure et demie selon la durée de la cassette. Et on va photographier l'objet avec toutes les mentions manuscrites qu'il peut y avoir dessus, etc. Ensuite, il y a un travail qui est beaucoup plus long, qui va être de faire que quelqu'un va écouter attentivement tout ce qui est contenu dans la cassette, va proposer un séquençage par morceau, on va faire un fichier son par chanson, et on va documenter tout ce qu'on peut savoir sur le document. Quel type de chanson c'est? Est-ce que c'est une danse? Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est une voix ou est-ce que c'est un instrument de musique? Donc il y a toute une série de renseignements à noter dans un tableau, et ensuite on va pouvoir transférer ces données-là quand elles sont bien vérifiées dans la base de données en ligne de Dastum, et on va accrocher les fichiers son à cette base de données fiche par fiche, notice par notice, et on va mettre ça à disposition du public si la personne qui a déposé a donné son accord pour ça. Ok, je comprends. Et du coup, si on s'intéresse à cette partie collecteur pour mes auditeurs, comment est-ce pour quelqu'un qui aura envie d'être collecteur, est-ce que, par exemple, Dastum est capable de les aider, de leur donner des conseils, justement, en termes de matériel, de méthodologie? Est-ce que vous avez une action là-dessus? Oui, alors c'est plutôt de façon informelle. Il y a eu des époques dans le passé où il y a eu des formations un petit peu bien structurées, bien organisées, de mise en place.
dans les années 90, 2000. Actuellement, il y en a pas, mais ça se fait de façon informelle. Quand les gens sont demandeurs, ils peuvent nous contacter et puis on peut prendre rendez-vous pour D'accord. donner des conseils personnalisés un Ok. petit peu quoi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de gens à faire un travail de collecte régulier, suivi pour ce qui est des répertoires de chants, de musique, de contes. Il y a pourtant des régions en Bretagne où il y a encore du collectage à faire dans les familles, hein, mais il y a moins de collecteurs à faire ce travail-là de façon très suivie, alors que dans les années 70, 80, 90, c'était vraiment massif. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est il y a encore pas mal de monde y compris des associations structurées, organisées, à faire du travail de collecte plus autour de la langue, de l'enquête Hmm. linguistique, qui peut recouper parfois, quelquefois, du répertoire, hein, des répertoires. Mais il y a quand Ouais. même pas mal de gens aujourd'hui qui continuent de faire des enquêtes linguistiques qui sont une forme de collecte aussi. Ça serait quoi le conseil à donner à quelqu'un qui voudrait voilà faire œuvre de bénévolat et aller collecter ces richesses qui se perdent? Moi, ce que je conseillerais, c'est d'y aller, de surtout pas se poser trop de questions longtemps, D'accord. d'y aller. Moi, je pense qu'on apprend énormément sur le terrain en y allant directement. Je dis ça parce que j'ai souvent eu l'occasion, depuis 30 ans, d'entendre des gens qui me disaient qu'ils étaient motivés d'aller faire du collectage et tout, et qui ne s'y mettaient jamais parce qu'ils avaient toujours peur de pas en savoir assez, quoi. Donc moi, ce que Ah je oui. peux dire, c'est qu'il y a énormément de collecteurs, dont je fais partie, qui sont allés faire leur premier collectage en n'y connaissant absolument rien ou très peu de choses. Et Ouais. en fait, on apprend beaucoup sur le terrain, mais en fait, sur le matériau, sur la connaissance des répertoires, des chansons, c'est vrai que plus on connaît de choses, plus on va être capable de poser les bonnes questions pour trouver plus. Ça, c'est vrai. Mais si on attend d'être parfaitement au point, on fait jamais rien parce qu'on peut toujours en apprendre plus. Alors Hmm. qu'on peut démarrer tout de suite s'il y a une maison de retraite à côté, qu'on connaît des anciens qui pourraient savoir des choses. Faut pas hésiter à aller tout de suite prendre contact avec eux. Moi, je pense que il y a une forme de vocation dans le travail de collecteur. C'est peut-être exagéré, mais je pense qu'il y a une forme de quelque chose comme ça de l'ordre de la vocation, c'est-à-dire que les gens qui ont fait beaucoup de collectage, qui ont passé une grande partie de leur vie à faire ce travail de collectage, qui ont passé un nombre d'heures énorme. En fait, c'est des gens qui ont le goût du contact avec les gens, en fait. Alors, on a cette passion du répertoire qu'on va recueillir, et on est content quand on trouve des chansons et des contes intéressants, bien sûr. Mais je pense que le collecteur de long terme, c'est quelqu'un qui va aussi être pratiquement aussi content de sa journée, même s'il a rien enregistré d'intéressant, parce qu'il a fait des rencontres humaines toujours Oui. intéressantes. Et ça, c'est le premier truc. Si on est déçu d'avoir rien trouvé et que ça nous décourage de retourner, voilà, c'est qu'on n'a pas trop la vocation de faire ça, sans doute. Alors Hmm. que, alors qu'on peut passer des journées entières à ne rien enregistrer parce qu'on est sur des terrains plus pauvres, hein, ça arrive. Il y a des régions plus riches que d'autres. Mais si on rentre content parce qu'on a rencontré des gens intéressants, voilà, il y a quelque chose Oui. de cet ordre-là, je trouve. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis, il faut pas hésiter à y aller, même Hmm. si on n'y connaît rien, et on va apprendre sur le tas en faisant. Après, si on a le temps de se renseigner auprès de gens qui ont fait déjà du collectage, ou d'apprendre un peu à connaître le répertoire local pour pouvoir poser les meilleures questions et tout, c'est très bien. Après, moi, j'ai jamais été favorable à des systèmes de questionnaires, des questionnaires trop figés, trop écrits, qu'on suit pas à pas. Moi, je trouve que ça bride un peu l'échange ou Hmm. la La conversation. spontanéité. Voilà. Par contre, avoir des questions plein la tête, avoir en tête tout un tas de sujets à aborder pour relancer la personne, etc. C'est très bien. Il faut ça. Après, souvent le conseil, c'est de faire quelque chose d'abord de plus libre, de laisser d'abord venir ce qui vient, expliquer à peu près à la personne ce qu'on cherche, et puis laisser venir, et puis ensuite l'aider à trouver si ça vient pas tout Hmm. seul. Donc là, il y a tout un tas de techniques un petit peu que les Ouais. collecteurs inventent chacun à leur façon. Super. Merci beaucoup pour ce partage. Moi, j'ai envie de m'intéresser aussi, parce que je le partage à mon humble niveau sur ma création de fiction sonore. Voilà, ça me prend beaucoup de temps. Sur la partie travail invisible, en fait. Donc, j'ai lu sur votre site, tu parlais d'un ordre de grandeur où il vous faut environ 7 heures de traitement pour 1 heure de son. Est-ce que c'est réaliste? C'est bien ça? Alors, c'est vraiment des ordres de grandeur qui ont été calculés il y a longtemps, qui pourraient être réévalués, mais c'est Ouais. compliqué de faire une moyenne parce que ça peut être très 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 différent d'un cas à l'autre. Alors, juste quelques exemples. Si on est dans du répertoire de chansons
ou si on est dans de la conversation, déjà, c'est très différent comme matériau à traiter. Quand on est dans des grandes conversations, il faut vraiment tout écouter finement pour voir où est-ce qu'on va faire un séquençage, où est-ce qu'on va couper, etc. Ensuite, ce qui est très différent d'un cas à l'autre, c'est qu'il y a des collecteurs qui vont déposer des fonds avec des fiches extrêmement bien renseignées, avec tous les renseignements. On va savoir clairement qui chante à quel moment, et quand est-ce que ça change de voix, de personne, et qui c'est, etc. Et puis on a d'autres fonds où ça va être des bandes avec très très peu de renseignements. Quelquefois, on a des cassettes ou des bandes où il y a juste un nom ou deux ou trois noms, mais on ne sait pas à quel moment ça change de voix ou pas de date, pas de lieu. Alors il y a des fonds qui demandent à faire un petit peu de recherche pour essayer de trouver le maximum de contexte. Il y a des documents qui sont très difficiles à comprendre à l'écoute, soit parce que la qualité du son est mauvaise, soit parce que l'élocution des gens est difficile à comprendre, soit parce que la langue est difficile à comprendre quelquefois. Voilà, donc c'est très très variable. Donc ça dépend sur quel fond on tombe, mais donc ces 7 heures, on peut y comprendre déjà le temps de contact avec le collecteur, qui va faire son dépôt, tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent, le temps d'inventaire, le temps de création des notices d'inventaire, le temps de la numérisation, le temps de l'écoute avec le traitement documentaire, le temps de nettoyer les données sur les tableurs Excel pour que toutes les saisies soient bien conformes à la base de données, le temps d'intégration dans la base de données qui est un travail assez long, le temps de conversion des fichiers son en format plus léger pour accrocher à la base de données. Donc voilà, si on met tout ça bout à bout, selon les types de contenus et selon l'état des données au départ, si on met tout ça bout à bout, voilà, ça fait un temps de travail qui est très conséquent. Et éventuellement, on peut y ajouter, mais ça on ne fait pas systématiquement, mais on peut y ajouter les temps de transcription, puisque pour une partie des fonds qui sont mis à disposition sur Dastumedia, il y a en plus une transcription écrite des paroles des chansons, par exemple, pour aider les gens parce que quelquefois on a des personnes qui ont été enregistrées qui ont un breton ou un gallo assez difficile à comprendre, même pour les bretonnants d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, il y a des spécialistes qui sont capables encore de faire des transcriptions pour aider à pas perdre la compréhension de la langue aussi. Et donc ça, c'est encore beaucoup plus long si on compte le temps de transcription, et c'est énorme. Ouais, j'imagine. Et vous, au niveau d'Astume, parce qu'on est là aussi pour parler d'Astume et du soutien de votre activité, où est-ce qu'aujourd'hui ça pêche? Où est-ce que aujourd'hui vous avez des besoins d'aide et de soutien et de finances, en fait, peut-être? Tout à fait. Alors l'association d'Astume, tout à l'heure j'ai dit qu'à la naissance de Dastume, c'était beaucoup des bénévoles, etc. Donc petit à petit, ensuite, dans l'histoire de Dastume a réussi à acquérir des soutiens, des financiers, des subventions publiques, etc. Donc il y a des subventions de la région, de la DRAC, de certains des départements, de Rennes Métropole. Et puis il y a une petite part d'autofinancement par la vente des éditions et de la revue Musique Bretonne, etc. Après, c'est jamais assez, évidemment. Et en ce moment, effectivement, les temps sont durs, comme pour beaucoup d'associations culturelles. Il y a des baisses de subventions en cours à Dastume qui vont obliger Dastume à réduire sa masse salariale. Donc, la masse salariale de Dastume actuellement, c'est un peu plus de 8 équivalents temps plein. Des salariés pour tout le travail qu'on a décrit, et puis les travaux d'édition aussi. Donc là, Dastume est dans une année difficile, comme d'autres associations. Donc il va falloir baisser la masse salariale, avec tout ce que ça implique. Donc les besoins de Dastume, c'est très clair. On a besoin de plus de moyens pour traiter plus vite les documents d'archives qui attendent, et puis pour mettre ça plus en valeur, pour mettre ça en valeur par les publications, mais aussi par Internet, mais aussi par des actions de diffusion dans les écoles, des choses comme ça. Et donc tout ça, ça demande beaucoup de temps de travail et de main-d'œuvre. Concrètement, on pourrait facilement embaucher 3, 4, 5 documentalistes à temps plein et on aurait de quoi les occuper pour des années, si vous voulez. Parce que actuellement, on doit avoir quelque chose comme 10 000 heures d'archives sonores qui sont écoutables sur Dastumedia. Donc ça permet de fournir du matériau culturel à énormément de gens en Bretagne, à des musiciens, des conteurs, des chercheurs, des étudiants, des passionnés d'histoire locale, des gens qui veulent faire des valorisations dans les communes de leur patrimoine local. Le fait qu'on ait des choses sur pratiquement chaque commune de Bretagne, c'est une très grande richesse pour beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Donc actuellement, on a à peu près 10 000 heures d'archives sonores, sans compter toute la documentation annexe, les photos, les vidéos, etc. Mais on estime qu'on en a encore au moins autant à venir, voire plus. Donc dans l'ensemble des fonds qui sont en attente
de numérisation ou de séquençage ou de traitement documentaire ou de mise en ligne, il y a encore autant de trésors et des choses aussi intéressantes que ce qui est déjà accessible. On estime que ça amènera le chiffre à doubler au moins si c'est pas plus, quoi. Donc il y a du travail encore pour 50 ans. Donc les besoins d'Astum, c'est clairement du financement. Après, il y a aussi beaucoup depuis quelques années, on a de plus en plus de bénévoles qui viennent nous proposer leurs services pour toutes sortes de tâches, des tâches de traitement documentaire, de numérisation. Donc on a dans les locaux d'Astum à Rennes, régulièrement tous les jours de la semaine à peu près, on a 1, 2, 3 bénévoles qui consacrent chacun un jour par semaine à venir nous aider à travailler sur tous ces fonds-là. Voilà. Et donc du coup, si on rebondit là-dessus, quel serait le geste le plus simple en fait à faire tout de suite pour vous aider? Alors, vous avez une page de dons sans doute ou... Pour aider financièrement, effectivement, il y a eu un appel aux dons qui a très bien fonctionné en 2025, là, et donc qui se poursuit, même si on peut pas compter que là-dessus, mais ça permet de bien aider quand même l'association. Donc sur le site dastum.bzh, dastum.bzh, sur la page d'accueil, il y a un gros bouton en haut, soutenez Dastum, avec un lien qui permet d'aller sur un compte Hello Asso pour donner, pour contribuer, soit un don ponctuel, soit un don mensuel ou des choses comme ça. Et puis ensuite, voilà, sinon, si les gens peuvent trouver d'autres moyens d'aider Dastum par toutes sortes de moyens, ça peut être de prendre contact avec nous tout simplement pour voir ce qui est possible. Ok. Voilà. Alors moi j'ai mis effectivement les liens en description de l'épisode vers Dastum et vers le formulaire de don. Donc n'hésitez pas surtout à aller visiter le formulaire et participer et soutenir Dastum, c'est vraiment important. Petite question, comment ça marche pour l'accès à Dastum Media, à cette base de données? Est-ce que c'est un accès payant, gratuit? Comment ça fonctionne? Alors c'est un accès gratuit. Alors qui est gratuit depuis une dizaine d'années et qui a permis la gratuité a permis d'augmenter beaucoup le nombre de personnes qui utilisent le service de Dastum Media. Donc par contre c'est sur inscription, hein, donc il y a une inscription, une identification parce que les textes de loi normalement ne permettent pas de mettre à disposition entièrement libre sur Internet des enregistrements qui ont été faits dans un cadre privé, parce qu'il va de soi que les enregistrements qui ont été faits dans les années 60, 70, 80 et même plus récemment, auprès des porteurs de mémoire comme ça, il n'y a jamais eu de document officiel de signé. Hein, donc en théorie, pour mettre des documents en accès libre comme ça, il faudrait avoir une autorisation signée des personnes enregistrées et des collecteurs. Donc c'est irréalisable. C'est des textes de loi qui sont pas adaptés en fait à cette matière-là, mais qui existent malgré tout. Donc la précaution, c'est simplement ça, c'est que on va sur Dastum Media, on se crée un compte, on a un mot de passe, et ensuite quand on va aller consulter la base de données, si on est identifié, on aura un accès complet, donc les renseignements plus le son. Alors que si on n'est pas identifié, on aura seulement accès aux renseignements, mais on n'aura pas accès au son. Voilà, grosso modo, voilà ce que ça donne. Parfait. Et écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Moi, j'étais vraiment ravie de te recevoir et de pouvoir mettre en avant le travail aussi important de Dastum. Et en phrase de fin, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, pourquoi Dastum compte aujourd'hui? En quoi elle est importante, cette association? Elle est importante parce qu'elle conserve un aspect de patrimoine et de culture qui est irremplaçable et que personne d'autre ne conserve en fait. Le travail de Dastum, en fait, la naissance de Dastum, ça a été aussi pour combler un vide, c'est-à-dire que les musées, les centres d'archives ne traitaient pas ces matériaux-là. Donc toute cette mémoire orale et toute cette richesse humaine qui était transmise oralement depuis des générations était en train de disparaître, et sans la naissance, sans la création de Dastum, ça n'aurait jamais pu être conservé et sauvé de l'oubli et revitalisé, parce que c'est ça l'enjeu de Dastum, c'est de faire que ces matériaux-là ou cette culture-là continue de vivre. Et pourquoi c'est important, pourquoi ça compte, c'est aussi de voir qu'il y a énormément de jeunes, et de plus en plus, je trouve, dans toute la jeune génération des musiciens qui font de la musique trad dans les fest-noz, des chanteurs, des musiciens. Je trouve que plus le temps passe, plus les jeunes connaissent bien les sources, et c'est lié aussi au fait que Dastum Media a permis un accès en ligne beaucoup plus facilement qu'auparavant. Mais plus le temps passe, plus je trouve que les jeunes sont nombreux à bien connaître les fonds et à bien les utiliser et à bien connaître les sources. Ils sont passionnés d'aller chercher des trésors d'archives sonores pour les réutiliser dans leur pratique quotidienne. Et là, je parle de jeunes de 20 ans, 30 ans qui sont très, 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 très en demande de ça. Donc voilà pourquoi Dastum compte, quoi. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Vincent, et bravo à Dastum, et continuez surtout, c'est important. Merci beaucoup.